Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. La vertu trouve toujours sa récompense. Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 7 mars et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'une jeune fille née dans un contexte tragique, mais qui va réussir à trouver le bonheur grâce à ses qualités humaines hors du commun. Il s'agit d'une nouvelle d'Elisa Mercœur intitulée Herminie. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Héloïse d'Orléans, Lindsay de Yaoundé et Arthur d'Annecy, et merci d'avoir partagé Somnifère dans votre story Instagram. Plus d'infos dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement et abandonnez votre corps sur le matelas. Le week-end est maintenant terminé. Peut-être reprenez-vous le travail demain. Peut-être que vous appréhendez la semaine qui arrive pour d'autres raisons. Quoi qu'il en soit, nous allons nous détendre ensemble, apaiser notre mental mais aussi notre corps et nous offrir un moment bien mérité de relaxation. Que vous soyez anxieux ou triste à cause d'une deadline au travail, d'un problème familial, d'un conflit quelconque, de la crise sanitaire, d'un sentiment de solitude, en réalité, au moment où vous m'écoutez, ça n'a absolument aucune sorte d'importance. Mettez tout ça de côté, dans un tiroir de votre esprit, et fermez-le à double tour jusqu'à demain. Couvrez-vous bien s'il fait un peu frais, et prenez tout d'abord une grande inspiration par le nez. Et expirez lentement par la bouche. À nouveau, grande inspiration par le nez. Et expirez à votre rythme. Prenez quelques instants pour porter votre attention sur votre respiration sans essayer d'en modifier le rythme de quelque manière que ce soit. Observez simplement votre respiration et soyez conscient des appuis de votre corps sur le matelas. Et notez comme votre corps semble devenir de plus en plus lourd à chaque expire. Relaxez vos paupières, elles deviennent intensément calmes, posées sur vos yeux qui se détendent aussi. Relaxez vos sourcils, le point entre vos 2 sourcils se relâche. Votre front et votre cuir chevelu se lissent.
Relaxez vos épaules. Laissez-les aller comme si elles devenaient très lourdes. Sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou, le long de votre nuque. Savourez le relâchement de votre nuque. Le relâchement chemine maintenant le long de vos bras, le long de vos avant-bras. Ce relâchement arrive à vos poignets et à vos mains. Vos deux bras sont parfaitement détendus. Ressentez leur poids sur le matelas. Relâchez bien votre ventre. Relâchez vos hanches. Relâchez vos cuisses. Vos genoux. Vos mollets. Vos chevilles. Et enfin vos pieds. Sentez à présent comme cette détente du corps vous entraîne vers une détente de l'esprit. Laissez le calme intérieur s'installer. Laissez-vous descendre dans ce niveau de conscience entre veille et sommeil. Pendant quelques instants, ne faites rien d'autre que d'observer simplement votre respiration et l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme,
et détendu. L'histoire du soir. Elisa Mercœur, Herminie. Il y avait dans les environs de Naples un gentilhomme de bonne maison. Il se maria à la fille d'un des amis de son père, qui était aussi bonne que belle. Tous deux vivaient dans une parfaite union. Ils n'eurent qu'une fille qui fut appelée Herminie. Quelque temps après sa naissance, Monsieur d'Albano, c'était le nom de ce gentilhomme, fut obligé de faire un voyage sur mer. Il profita d'un vent favorable pour s'embarquer, mais après quelques jours d'une heureuse traversée, il s'éleva une tempête si horrible que le vaisseau fut heurté et se brisa contre un de ces écueils qui sont auprès de Messine et que l'on nommait autrefois Caribe des Scylla. Monsieur d'Albano périt ainsi que tout l'équipage. La nouvelle de sa mort se répandit bientôt dans Naples et ne vint pas plutôt frapper les oreilles de son épouse qu'elle tomba dangereusement malade et ne survécut que de quelques jours à la perte d'un si bon mari. Sentant sa fin approcher, elle fit appeler son frère Monsieur de Gagny, lui recommanda sa fille, le nomma son tuteur et mourut peu de temps après, regretté de son frère qu'il avait toujours véritablement aimé. Ainsi transmit-il à Herminie toute la tendresse qu'il avait eue pour sa mère. Dès qu'elle put parler, il la retira de nourrice et la mit entre les mains d'une dame de ses parentes, qui était supérieure d'un couvent et dont il connaissait le mérite. Madame Angelo, c'était le nom de cette aimable religieuse, promit à Monsieur de Gagny de regarder Herminie comme sa fille, et dès cet instant lui voua toute la tendresse d'une bonne mère, désirant que cette chère enfant lui en donnât le nom. Pour l'attacher à elle davantage, elle ne voulut pas que d'autres qu'elle prissent soin de cette petite orpheline, et pour cet effet, elle la coucha dans sa chambre afin d'être attentive à ses moindres besoins. Monsieur de Gagny remercia sa parente de l'affection qu'elle témoignait à sa nièce, et avant de prendre congé de cette femme estimable, il concerta avec elle le plan d'éducation qui convenait à Herminie. Ils décidèrent donc que sa maman lui montrerait à lire et à écrire, et que dès qu'elle le saurait, son oncle, qui avait fait de très bonnes études, lui enseignerait sa langue maternelle, préférant pour elle les leçons de l'amitié à celles de l'intérêt. Tout étant ainsi arrêté, Monsieur de Gagny et Madame d'Angelo se séparèrent fort satisfaits l'un de l'autre, lui de laisser sa nièce sous la direction d'une si sage institutrice, elle de prouver à son parent qu'il n'avait pas mal placé sa confiance lorsqu'il l'avait jugée capable de l'élever. Madame Angelo s'occupa d'abord à étudier le caractère d'Herminie, qui lui parut sensible et facile à gouverner. Aussi vit-elle avec plaisir se graver dans le cœur de son élève les bons exemples qu'elle lui mettait constamment sous les yeux. Herminie, dès le berceau, se familiarisa si bien avec la vertu qu'elle n'eut jamais que de légers reproches à se faire. Dès qu'elle avait fait fâcher sa maman, elle se jetait à ses genoux et la suppliait de si bon cœur de lui pardonner sa faute, que celle-ci le faisait toujours sans beaucoup se faire prier, profitant néanmoins de l'émotion de l'enfant pour lui faire connaître ses forts envers Dieu. Herminie, touchée jusqu'aux larmes de l'indulgence de sa maman, se précipitait dans ses bras et n'en sortait jamais sans avoir reçu le baiser de réconciliation. Oh, combien de fois les caresses innocentes de cette pauvre petite ne firent-elles pas regretter à Madame Angelo de n'être pas sa véritable mère? Elle s'en consolait en pensant qu'elle lui en servait.
2 années se passèrent de la sorte, sans qu'il arrivât rien de remarquable. Mais Madame Angelo, pensant qu'il était temps que sa fille apprît à lire, distribua les heures de la journée de cette manière. Le matin, elle lui faisait élever son cœur à Dieu et la menait à la messe avec elle. À la sortie de l'église, elles allaient faire un tour de jardin afin d'avoir meilleur appétit au déjeuner qu'elle faisait avec toutes les religieuses, qui voyaient sans jalousie les attentions de leurs supérieurs pour cet enfant. Cette communauté n'était pas de celles dont la mésintelligence fait la réputation. Jamais la moindre querelle ne troublait l'union qui y régnait. Toutes regardaient Madame Angelo comme leur mère et demandaient sans cesse à Dieu qu'il la leur conservât. Herminie ne pouvait manquer d'être heureuse dans cette maison. Aussi l'était-elle. Mais revenons au déjeuner. Dès qu'il était fini, tout le monde allait ensemble au jardin y jouer chacun selon son goût. Après la récréation, les religieuses retournaient à leurs occupations ordinaires et Herminie prenait sa croix de Dieu, que sa bonne maman lui faisait lire. 15 jours lui suffirent pour connaître ses lettres. Elle fit des progrès si rapides qu'au bout de 6 mois, elle lisait si bien que sa maman jugea qu'elle pouvait apprendre à écrire, ce qu'elle fit avec le même succès. Entre ses leçons, elle s'amusait avec ses poupées, goût qu'elle conserva longtemps. Cela ne l'empêchait pas d'aimer beaucoup à lire, aussi faisait-elle souvent des lectures à Madame Angelo, qui ne manquait jamais de faire remarquer à Herminie ce qu'il y avait de bon. Elle avait eu soin, dans le choix des livres qu'elle avait mis entre les mains de sa pupille, de ne lui en donner que de propre à former son cœur et son jugement. Herminie apprit aussi à travailler, tantôt elle tricotait, brodait ou faisait du linge. Jamais elle ne manquait d'offrir ses actions à Dieu. Ce fut dans ses occupations qu'elle atteignit l'âge où M. de Gianni, qui n'avait jamais cessé de l'aller voir au couvent, devait lui montrer l'italien. Il convint avec la supérieure du jour et de l'heure qu'il lui donnerait, ce qui fut remis au lendemain. Voilà donc Herminie devenue l'écolière de son oncle, qui ne pouvait s'empêcher d'admirer avec quelle facilité elle saisissait les difficultés de sa langue. Quelle satisfaction pour la bonne Madame Angelo, qui assistait toujours aux leçons de sa fille, de voir le développement rapide de son esprit et de son jugement. Monsieur de Gianni lui fit faire en même temps un cours de géographie et d'histoire, la fable ne fut point oubliée, et tout cela était plutôt un amusement pour elle qu'un travail fatigant, car ses leçons lui paraissaient toujours trop courtes. Monsieur de Gianni, qui découvrait chaque jour dans sa nièce les plus heureuses dispositions pour les sciences, lui proposa de lui donner des leçons de langue française, qu'il avait apprises par les meilleurs maîtres pendant les 6 années qu'il avait passées en France. Elle accepta la proposition avec joie, se promettant bien par son application de prouver à son oncle combien elle était reconnaissante de ce qu'il faisait pour elle. Au bout d'1 an, Herminie écrivait et parlait si bien le français qu'on l'aurait prise facilement pour être de cette nation. Elle aurait bien désiré apprendre l'anglais, mais son oncle ne le savait pas et comment trouver un maître aussi complaisant que ce bon oncle. Il se trouva pourtant, et ce fut M. de Gianni qui l'amena à sa nièce. C'était un Irlandais que des malheurs avaient forcé de quitter son pays. Son instruction, jointe à la pureté de ses mœurs, lui attira bientôt la considération des habitants de Naples. Il eut en peu de temps une classe des jeunes gens les plus distingués de la ville, qui tous se félicitaient que cet homme estimable se fût fixé chez eux. Ce fut lui qui donna des leçons d'anglais à Herminie, qui avait environ 10 ans à cette époque. Quoique averti d'avance par M. de Gianni des heureuses dispositions de celle qui allait devenir son écolière, il ne pouvait se persuader qu'une enfant de cet âge fût en effet telle qu'on la lui avait dépeinte. L'examen qu'il en fit lui prouva que le portrait n'était pas flatté. Effectivement,
Elle n'avait pas un an de leçon qu'elle parlait et écrivait si correctement l'anglais qu'elle étonnait tous ceux qui la voyaient et particulièrement son maître, qui redoublait d'attention pour elle. Aussi, Herminie en conserva-t-elle toujours une reconnaissance que rien ne fut capable d'effacer. La bonne Madame Angelo, qui comme je l'ai dit plus haut était toujours présente aux leçons de sa fille adoptive, suivait pas à pas les progrès qu'elle faisait dans les sciences. Elle ne pouvait retenir ses larmes lorsqu'elle pensait que dans quelques années cet enfant qui faisait toute sa joie la quitterait pour toujours. Après l'étude des langues, Herminie se livra au talent d'agrément. Elle apprit la musique, la danse et le dessin. Elle s'occupa de la sorte jusqu'à l'âge de 16 ans, qui était celui que M. de Gagny avait fixé pour la retirer du couvent. Il savait bien qu'Herminie ne se séparerait point de sa maman sans répandre un torrent de larmes, ce qui arriva comme il l'avait prévu. Pour la consoler, il lui promit qu'elle visiterait souvent celle qui lui avait servi de mère. Madame Angelo fut d'avis que pour habituer Herminie à cette séparation, M. de Gagny l'amènerait quelquefois chez lui avant sa sortie du couvent. Un jour, qu'il la conduisait à une fête chez une de ses parentes, une vieille femme, qui se tenait toujours à la porte du couvent et à qui Herminie avait souvent donné l'aumône, l'attira par sa robe à l'instant qu'elle montait en voiture. Herminie, qui avait toujours été susceptible sur la propreté et qui craignait que les mains noires de la bonne femme ne gâtassent ses habits, la repoussa durement sans lui donner. M. de Gagny, à qui ce petit mouvement d'humeur n'avait point échappé, ne lui en fit point de reproche et attendit à être de retour au couvent pour lui faire connaître ses torts devant Madame Angelo. Herminie en convint et ne voulut point attendre davantage pour les réparer. Elle pria sa maman de faire entrer cette bonne femme au parloir. Madame Angelo l'envoya chercher, elle désirait être témoin des excuses d'Herminie. Dès que cette bonne femme parut, Herminie courut à elle et l'embrassa en lui disant « Daignez, ma bonne mère, me pardonner la manière brusque dont je vous ai repoussé ce matin. Et pour vous prouver que vous n'êtes pas insensible à ma prière, acceptez, je vous prie, ce qu'il y a dans cette bourse pour vous acheter un habillement complet. Et chaque fois que vous le porterez, dites-vous, si celle qui me le donna fut un seul jour injuste envers les malheureux, Dieu lui fit la grâce, par son prompt repentir, d'effacer du cœur de celle qu'elle avait offensée le souvenir d'une faute qu'elle eût bien voulu ne pas avoir à se reprocher. » Monsieur de Gagny et Madame Angelo, qui étaient restés muets pendant toute cette scène attendrissante, ne purent s'empêcher de la féliciter de ce qu'elle venait de faire. Mais rien ne peut rendre la touchante reconnaissance de cette pauvre vieille qui aurait bien voulu sauter au cou d'Herminie, qui la prévint en lui donnant le baiser qu'elle n'aurait jamais osé lui demander. Cette jeune personne sentit aussitôt son cœur soulagé. La bonne femme la quitta en lui donnant 1000 bénédictions, et Herminie courut aussitôt chercher sa récompense dans les bras de sa maman et de son oncle, qui ne pouvaient assez admirer les heureux résultats de la bonne éducation que Madame Angelo avait donnée à sa nièce. C'était le lendemain qu'Herminie devait sortir du couvent. Sa maman jugea que d'après l'action qu'elle venait de faire, les conseils lui devenaient inutiles et qu'elle trouverait dans sa vertu de quoi la préserver des écueils que l'on rencontre à chaque pas dans le monde où elle allait entrer. Elle ne lui dit donc rien concernant la conduite qu'elle devait tenir dans la société et lui laissa faire ses adieux à toutes les religieuses qui fondaient en larmes. Elle leur fit à chacune un petit présent pour leur rappeler leur petite amie. Les domestiques ne furent point oubliés. Pour Madame Angelo, rien ne pouvait la consoler d'être privée d'Herminie, qui en la quittant lui promit de venir la voir souvent. Monsieur de Gagny eut toutes les peines du monde pour les arracher des bras l'une de l'autre. Il laissa, pendant quelque temps, un libre cours aux pleurs d'Herminie,
qu'il regardait comme un juste tribut dû aux soins généreux de sa bonne maman qu'elle allait visiter tous les matins. Au bout de 15 jours, M. de Gagny proposa à sa nièce d'aller passer l'été à la campagne, ce qu'elle aurait accepté avec plus de joie si Madame Angelo aurait pu les y suivre. Mais elle se promit bien de lui écrire tout ce qu'elle ferait. Elle n'oublia pas d'emporter ses livres et sa musique. Ce fut là que chaque jour M. de Gagny découvrit de nouvelles qualités dans Herminie. Elle allait elle-même porter des secours aux malheureux et prenait soin d'instruire leurs enfants. Elle ne manquait jamais d'écrire à sa maman ce qu'elle avait fait la veille. L'hiver ramena à la ville Herminie et son oncle. Dès que cette première fut de retour, elle courut embrasser sa chère institutrice, qui était si aise de la revoir qu'elle ne pouvait se lasser de la regarder. Herminie lui raconta ce qu'elle avait fait depuis leur séparation, et Madame Angelo donna des louanges à sa conduite. Monsieur de Gagny, qui jouissait d'une grande considération dans Naples, ne pouvait manquer de procurer de l'agrément à sa pupille. Il reçut différentes invitations de différentes personnes, chez lesquelles il mena sa nièce qui remplissait d'admiration tous ceux qui la voyaient. Elle conserva toujours au milieu de la société cette modeste contenance qui lui gagnait tous les cœurs. Son oncle reçut pour elle plusieurs propositions de mariage, mais lorsqu'il lui en faisait part, elle le suppliait de ne pas la presser de changer de condition. Herminie fit bien de ne pas se presser, puisque quelque temps plus tard, elle rencontra un homme qui vouait sa vie au service des pauvres. Il la demanda en mariage. Elle accepta sans balancer la proposition de cet homme qu'elle épousa dans la chapelle du couvent de celle qui lui avait toujours tenu lieu de la meilleure des mères. Cette union, formée sous de si fortunés auspices, ne fut jamais altérée, parce qu'elle était fondée sur la vertu. Bonne nuit. Bonne nuit.